façon, après, on fera le... D'accord. Ça va? Allez, tu peux t'asseoir, impeccable. Alors, dans la suite logique de ce que nous avons vu tout à l'heure, on va parler maintenant des usages et des coutumes de transmission de la maison. Oui. Étant donné le droit de primogéniture incontournable, qui était installé donc depuis les temps sans doute néolithiques. Primogéniture, c'est-à-dire seul l'aîné héritait de la maison, mais seul l'aîné, homme ou femme. Il y avait une égalité totale, sexuelle du moins, dans la primogéniture. Hein. Okay, tout à fait. Alors, étant donné le fait que seul l'aîné, homme ou femme, héritait de la maison, cela impliquait des stratégies matrimoniales tout à fait particulières, des alliances entre maisons tout à fait particulières, parce qu'en effet, on ne pouvait absolument pas marier deux aînés ensemble. Ce qui est Si l'on avait marié deux aînés ensemble, il n'y avait plus de maison. Lequel des deux aurait abandonné La maison. ses fonctions et places sociales de cap d'Oussaou, de sa propre maison? Et si l'on aurait-on réuni les deux maisons en une seule? Mais alors, laquelle des deux maisons aurait perdu son nom, Exactement. sa définition? C'est quelque chose d'inconcevable dans la vieille société pyrénéenne. La maison est l'identifiant premier de l'individu. Une maison ne doit pas disparaître, c'est ressenti comme une mort. Donc, si on avait marié deux aînés ensemble... La personne morale ne doit pas disparaître. Parce qu'on peut... C'est tout à fait juste. C'est la personne morale. Voilà. C'est tout à fait juste, et étant donné, c'est cela, que la maison était une personne morale avec un rôle social de gestion familiale fondamental, elle ne pouvait pas disparaître. Donc, il y fallait des stratégies matrimoniales particulières. Alors, la solution était la suivante: puisque l'on ne pouvait pas marier deux aînés ensemble, on opérait ce que nous appelons maintenant les mariages croisés. C'est-à-dire que l'on mariait, par exemple, un cadet avec une aînée, oui, chez qui il, comme on dit dans le pays, il allait gendre. Tout à fait. Ou alors on mariait une cadette avec un aîné, oui, chez qui elle allait belle-fille ou noro. Ah, d'accord. Vous remarquez que ce sont les cadets qui se déplacent, et non qui bougent, et les aînés qui restent en leur maison. D'ailleurs, dans mes enquêtes de terrain, il arrive souvent qu'une informatrice ou un informateur me dise « Oh, moi, je me suis marié chez moi ». Cela veut dire qu'il s'agit d'un aîné, ou d'une aînée. C'est ça. Donc, mariage croisé, on échange les cadets. Et donc, le cadet ou la cadette arrivait avec une dot chez son, disons, époux ou son épouse aîné qui, lui ou elle, s'était marié à Caso, chez lui, avec une dot dont la valeur est pour... on était par définition dans ces milieux ruraux de montagne et de haute montagne, on était pauvre par définition. Hein. Donc, et donc beaucoup de cadets. C'était des animaux, c'était quoi la dot? C'était des moutons, c'était des vaches, c'était des... Voilà, les dots étaient certainement très modestes. Une bête, comme on disait, une brebis, quelquefois deux, quelques instruments aratoires,
Oui. Pour les filles, le trousseau, des vêtements, du linge, hein, et c'est tout. Ça n'allait pas plus loin que ça. Pratiquement jamais d'argent liquide, hein. Oui, parce qu'il y avait très peu On n'en d'argent. avait pas. D'accord. Ils ne connaissaient pas. On n'en avait pas. On était... Alors, ce qui s'est passé, pour certains, disons, certaines études sociologiques de la fin du siècle du 19e et du début du 20e, qui étaient faites par des chercheurs certes très estimables, mais formés à une vision très patriarcale de la situation, et donc n'ayant pas très bien compris les différences entre la maison pyrénéenne, qui est le groupe qui préexiste Oui. à l'individu, Bien sûr. et la famille, D'accord. qui est fondée par un individu. Alors ils n'ont pas compris justement les règles qui étaient liées à ces mariages croisés. Et Tout à en fait. particulier, les règles attachées au paiement de la dot, des maisons parfois très pauvres payaient leur dot de la façon suivante. Le cadet qui allait se marier chez une Oui. aînée, il payait sa dot en travail. D'accord. En travail, et en allant vivre dans la maison de sa future donc Femme. épouse, Oui. en allant vivre des années avant le mariage pour apporter La dot. sa force de travail, D'accord. qui était une façon de payer sa De dot. payer sa dot. Ouais, Bon. D'accord. Ok. Et ça n'a souvent pas été compris. Il y a autre chose qui n'a pas été, une autre chose qui n'a pas été comprise, c'est l'enfant. Naissance souvent d'un enfant avant la célébration du mariage. C'était souvent absolument volontaire, parce qu'il y avait un impératif de survie à la fois sociale et biologique dans les Pyrénées. Il fallait surtout qu'il y ait un enfant. Or, la fertilité et la fécondité, les deux, dans les Pyrénées, ne sont pas élevées. Oui, je comprends. Donc Du les tout. femmes avaient combien? 1, 2, 3 enfants? C'est ça. Les familles nombreuses du genre normand avec 15 enfants, N'existait c'était pas. strictement inconnu Ici. dans les vallées pyrénéennes. D'accord. Je le vois au récit de mes vieux informateurs, quand il y avait 3 ou 4 enfants C'était dans évolué. une maison, la réflexion de ceux qui m'en parlent, c'est de me dire souvent le commentaire: ah, on était nombreux, hein? On était 4. D'accord. Ça n'a rien à Bien. voir avec les familles du Nord, ça c'est sûr. C'est ça, cela n'a pas grand-chose à voir avec les familles donc, très amples de la Normandie que nous citions tout à l'heure. Donc, il fallait être sûr qu'un couple serait fertile. Et quand un enfant arrivait avant la célébration du mariage, c'était pour tout le monde une excellente chose. Troisième point, ce n'était pas le mariage religieux et même civil qui comptait pour l'union entre deux maisons, c'était le contrat. D'accord. Le contrat, c'est ça qui était jugé comme l'acte de mariage ou d'association. En fait, ce ne sont pas des individus que l'on marie, ce sont des maisons que l'on Ça. associe. Bien sûr, je comprends. Et donc, le fait qu'il y ait des enfants avant, C'est une très bonne chose pour la communauté. Tout à fait. Exactement. C'est ça. Et les relations hommes-femmes à l'époque, donc on parlait tout à l'heure de la personne qui pouvait traverser les Pyrénées et qui était... alors, ces femmes pouvaient utiliser ces gens-là, ces hommes, pour justement, un peu comme pour les Inuits, donc pour essayer de modifier un peu
les gènes pyrénéens, pas les gènes pyrénéens. C'est tout à fait exact. C'est en lisant Mallory. Vous savez, Mallory qui a travaillé sur les Inuits, Bien sûr. qui a écrit Les Derniers Rois de Thulé, etc. Mallory décrit des situations sociales chez les Inuits qui ressemblent de façon tout à fait, à première vue étonnante, à la situation sociale pyrénéenne. Et alors, en particulier chez les Inuits aussi, on aime bien essayer d'éviter la consanguinité en, disons, favorisant l'accouplement d'une fille du groupe avec un voyageur de passage. Et c'est sans doute ce qui se passait aussi dans les Pyrénées. C'était Saurat qui, dans les années 1920, avait raconté la chose pour l'Ariège du Haut-Couserans, en disant que c'était une coutume qu'un groupe de 7 à 8 filles sur la route arrête un voyageur, c'est-à-dire un de ces cadets célibataires qui parcouraient les routes annuellement pour exercer de petits métiers ou pour vendre les petits objets qu'ils avaient fabriqués pendant l'hiver. Et là, dit-il, elles se conduisaient avec lui comme les filles du Pacifique, à ceci près qu'on ne le tuait jamais. Et nous en sommes heureux. En fait, l'agression, si j'ose dire entre guillemets, du célibataire voyageur était faite, j'ai posé mes questions, ça n'a pas toujours été facile de faire parler sur ce sujet. Oui, je comprends. Et elle se faisait cette agression au bénéfice d'une cadette qui ne se marierait jamais parce que on n'avait pas trouvé d'aîné avec qui la marier. Et donc elle avait ainsi, comme ça, tout de même un enfant, et un enfant avec, comme vous le faisiez remarquer justement, un sang, disons, renouvelé. Exactement. Un sang renouvelé, car on veillait à ce que ce soit le voyageur, entre guillemets, capturé, entre guillemets, on veillait à ce que ce soit quelqu'un qui ne soit pas